législatives 2022, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Lionel Cols. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député sortant sur la deuxième circonscription. Vous vous représentez, vous demandez aux Hollandais de vous refaire confiance une deuxième fois. Quelle est votre motivation? Écoutez, ça fait quelques années que je fais de la politique. J'ai eu la chance d'être conseiller général, président de la commission environnement du département des Landes de 2008 à 2015. J'étais aussi maire de Saint-Martin-de-Seignanx de 2014 à 2017 et en effet, depuis 2017, je me suis totalement consacré à mon mandat de député jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de missions, beaucoup de travail à l'Assemblée nationale, mais aussi ici dans les Landes, et en particulier des sujets tels que le recul du trait de côte, tout ce qui concerne l'aménagement du territoire avec le logement, l'artificialisation des sols, des sujets sur lesquels j'étais rapporteur pour l'Assemblée nationale dans le projet de loi Climat et Résilience et sur lesquels nous venons de sortir donc les décrets avant l'élection présidentielle. Et ce sont des sujets qui me passionnent, qui m'intéressent et qui sont majeurs pour ce territoire et pour les Landes. Et voilà, après avoir longuement réfléchi, je souhaite maintenant rentrer dans la phase donc, de mise en œuvre de ces lois sur notre territoire et je souhaite porter la connaissance que j'ai eue tout au long du travail que j'ai mené sur ces sujets-là auprès de tous les acteurs locaux et c'est la raison pour laquelle je me présente pour un second mandat pour rester en contact avec les Landes et le national et faire ce lien qui est important et très essentiel pour moi. Vous avez un regard depuis très longtemps sur la politique avec j'allais dire de l'affirmation dans ce que vous voulez, vous savez où vous allez, donc vous êtes quelqu'un contre le cumul des mandats et contre la durée des mandats. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est votre dernier mandat? Voilà, j'ai toujours dit que j'étais contre le cumul des mandats en nombre et dans le temps. Voilà, donc dans le cadre de la cohérence que je m'impose et que je souhaite aussi, depuis 2017, je n'ai eu qu'un seul mandat, c'est celui-là, celui de député, je me suis totalement engagé. Et comme je me représente pour un second mandat, si les électeurs me font confiance, ça sera mon dernier mandat donc, de député. Et je pense que 2 mandats, c'est bien aussi pour transporter et rentrer dans certains sujets de façon, je dirais, assez pointue et précise. Et après, je transmettrai, ou ça sera l'occasion de redonner peut-être un peu de sang neuf en politique sur cette circonscription. Voilà, je crois que c'est ça aussi la démocratie. Le choix de votre suppléant tient compte de cette notion? Oui, tout à fait. Je souhaitais pour ma dernière campagne prendre une jeune, alors une femme pour les raisons de parité, parce que c'est important là aussi pour moi, et une jeune et de Dax, puisque moi je suis plus du littoral, du sud-ouest de la circonscription, donc c'était bien d'avoir cet équilibre avec Dax. Et j'ai beaucoup travaillé sur la jeunesse, et j'ai beaucoup porté de choses sur un jeune, une solution, sur le repas à 1 euro au niveau des restaurants universitaires. Voilà, j'ai eu beaucoup de sujets tout au long de ce mandat sur lesquels je me suis impliqué. J'ai travaillé avec les syndicats étudiants au niveau national, et il était important pour moi que ça ne reste aussi concret localement. Et que je montre qu'on peut faire confiance à la jeunesse et qu'il y a aussi des jeunes qui ont le courage et qui ont envie de démarrer en politique. C'est le cas de Maëva de Dieu, donc ça sera sa première campagne, elle n'était pas dans la politique et je trouve que c'est bien qu'elle puisse démontrer qu'ils ont toute leur place dans une campagne législative. Donc moi je suis très heureux, c'était le choix que je voulais et très heureux de ce binôme. Et en plus, dans son CV, si on peut dire, c'est quelqu'un qui vient de la vie, qui est dans la vie privée. Donc ça permet de faire un équilibre pour vous, vous qui êtes plutôt public et elle privée. Tout à fait. J'aurais pu prendre une adjointe d'une ville, voilà, quelqu'un qui était déjà dans la politique. Et non, je voulais vraiment prendre quelqu'un qui arrivait de la société civile. C'est ça aussi, c'est un petit peu ce qu'on a construit en 2017 avec le président de la République. Alors pas forcément en ce qui me concernait, puisque j'avais aussi des mandats d'élu, mais sur de nombreuses circonscriptions. Et je pense que c'est important aussi de redonner ce signal et de poursuivre, même en 2022, cette volonté de faire sortir, émerger des talents, des profils de personnes qui sont à la société civile. C'est le cas de Maëva, qui est comptable à Dax, qui travaille, et là, qui, en plus de son travail la journée, mène campagne le soir, le week-end. Et voilà, donc je le redis, c'est vraiment très courageux. Et pour moi, je pense que j'ai trouvé en Maëva une petite pépite qui va émerger sur ce territoire et j'en suis très fier. On va parler politique, parti politique, puisque vous êtes la majorité présidentielle. Aujourd'hui, en France, on a l'impression qu'il n'existe plus beaucoup de partis. Il y a des blocs politiques. Comment vous interprétez, quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des blocs qui sont liés au résultat des élections. Après, en termes de partis politiques, je pense qu'on n'en a jamais autant eu. On en voit naître un petit peu tout le temps, régulièrement. Le problème de ces partis, c'est que souvent, ça manque de cohérence, ou que pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ils sont là le temps d'une élection, ou le temps de porter éventuellement un homme ou une femme pour une élection. Et c'est vrai que derrière, se dessinent des blocs qui sont plus constants, qui sont là depuis maintenant
pas mal de temps, qui ont aussi des élus, qui ont des projets et qui portent, voilà, dans le cadre de notre démocratie, de notre système, notre République avec des systèmes d'élection, et qui portent, je dirais, chaque fois des candidats qui sont là pour venir défendre des projets. Est-ce qu'il faut modifier quelque chose dans la manière de voter, justement, puisque je vais parler d'un sujet qui n'est pas très présent dans cette élection et qui pourtant, à mes yeux, a une vraie importance, c'est l'abstention. L'abstention, c'est un échec collectif. On n'est pas content, effectivement, quand on voit, et on le rencontre dans la rue, dans les marchés, partout où je vais, il y a des gens qui me disent « j'ai pas envie de voter, ça ne m'intéresse plus ». Parce qu'on est dans une société peut-être aussi un peu de consommation, ou même la politique est quelque chose que l'on consomme, et que l'on consomme de façon très très vite avec les médias nationaux, et je pense que les gens, ou on est passionné, on suit, on reste, je dirais, au fil de l'actualité, ou alors on a un peu de distance et on a l'impression que ça nous échappe, et du coup peut-être que des Françaises et Français ne se sentent plus forcément concernés, ont l'impression en tout cas de ne plus être entendus. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir ce système d'élection, parce que c'est aussi un moment où on peut aller à la rencontre des électrices et des électeurs. Donc moi, j'y tiens absolument. Certainement qu'il y a des choses à revoir. À titre personnel, je suis ouvert au débat sur le vote obligatoire. Voilà, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être sur la table, tout comme le vote blanc, la prise en compte du vote blanc, mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on avance avec les deux, mais la difficulté du vote blanc, on sait que c'est qu'est-ce qu'on fait si au bout d'un certain temps, la première élection, le vote blanc est majoritaire, on recommence, mais s'ils sont les mêmes candidats qui y vont et que c'est le même cas, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé à un moment ou à un autre d'avoir des élus, des représentants, et on le voit aujourd'hui, il y a 11 candidats dans cette circonscription. On voit que si des gens veulent se présenter, ils peuvent aussi se présenter et porter leurs idées. Voilà, ça n'a jamais été autant ouvert, et pourtant les Français, beaucoup en tout cas, ne sont jamais autant sentis éloignés de la politique. On a beaucoup entendu de choses sur la manière de gouverner aujourd'hui. Donc je vais vous poser une question un peu taquine. Aujourd'hui, on est en dictature en France ou on est en démocratie? Est-ce que j'ai besoin de répondre? Je pense que pour se poser cette question, il ne faut pas savoir ce que c'est qu'une dictature. Quand on voyage un petit peu, moi j'ai l'occasion de voyager dans des pays qui n'étaient pas forcément une dictature, mais des pays très autoritaires à travers le monde, où l'armée dirige aussi les pays. Voilà, on arrive, comme certains, d'y aller. Je peux vous dire que la question ne se pose pas. Alors après, est-ce que notre démocratie est parfaite? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir? Ça, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, moi, ce dont je suis persuadé, c'est que nous avons une République forte, que nous avons un mode où les Françaises et Français régulièrement sont appelés à s'exprimer et à voter. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que ça, que le vote, dans aucun système. Alors, pour pouvoir le renforcer, pour pouvoir faire que ce système soit pérenne, il y a peut-être des élections à revoir, il y a peut-être des choses à éclaircir, à mieux expliquer qui fait quoi, quel est le rôle des uns et des autres, voilà. Mais sans aucune, je dirais, difficulté, sans aucun doute, nous sommes dans une démocratie forte qu'il faut renforcer, qu'il faut protéger. Pendant 5 ans, on a eu l'occasion de se croiser à différentes reprises. La difficulté, c'est un mandat qui vous oblige à être à Paris, qu'il faut être local. Comment vous avez jonglé sur ces deux domaines? Parce qu'on ne se rend peut-être pas bien compte des deux partis très différents à gérer. C'est énormément de travail, je crois que je peux le dire, parce que toutes les semaines, j'ai sorti d'ailleurs un agenda qui ne reprenait pas tout, mais qui reprenait l'essentiel de mon activité. Depuis le début de mon mandat, depuis début 2017 jusqu'à il y a 15 jours, j'ai sorti un agenda toutes les semaines. Et vous voyez bien que je n'ai jamais passé une semaine sans être ou sur le terrain ou à Paris, dans l'action ou au travail auprès des Landaises et des Landais, ou apporter certains sujets à Paris. Alors moi, mon organisation, globalement, alors après ça change en fonction des projets de loi, en fonction de l'actualité, que ce soit landaise ou parisienne, mais c'est à peu près la moitié du temps à Paris, la moitié du temps dans les Landes, parce que c'est le choix que je voulais. Je n'ai pas voulu être qu'un député du législatif sur Paris, je n'ai pas voulu être qu'un député uniquement sur le terrain qui ne faisait pas le lien avec Paris. J'ai voulu faire les deux. Donc c'est beaucoup de contraintes. Mes proches l'ont subi et le savent. C'est beaucoup d'efforts, mais c'est 7 jours par semaine. Et effectivement, je parle la moitié à Paris, la moitié ici, mais c'est ça qui m'a toujours animé et qui a toujours été ma priorité. Et en permanence, faire le lien entre les deux. Alors, au soir du 19 juin, vous êtes réélu. Quelle est la philosophie avec laquelle vous allez retourner au travail? Quels sont les dossiers que vous voulez vraiment arriver pour ce dernier mandat à mettre en place? Moi, je vais être dans l'action.
dans l'action pour poursuivre ce qu'on a fait depuis 2017. Donc ça, c'est ma priorité et je veux porter dans cette majorité présidentielle auprès du président de la République les dossiers nationaux, mais aussi les dossiers landais. Vous le savez, notre priorité, ça va être le pouvoir d'achat. Donc sur le pouvoir d'achat, il y a un projet de loi qui va arriver, qui va être présenté prochainement au Conseil des ministres. Et nous aurons, en tant que députés, dès le début juillet, dès que le projet de loi arrivera à l'Assemblée nationale, à travailler et à enrichir ce projet de loi. Et comptez sur moi pour pouvoir le faire, parce que chaque territoire a des spécificités. Nous avons apporté chaque fois des choses dans chaque projet de loi, quel qu'il soit. Et c'est vrai que cette circonscription étant très riche et très dynamique, il y a peu de projets de loi qui ne concernent pas cette circonscription. Donc mon rôle, ça sera d'être vigilant et prudent pour que ce projet de loi sur le pouvoir d'achat réponde effectivement aux attentes des Françaises et des Français. Derrière, j'ai des gros sujets qui concernent le territoire aussi, tels que le logement, l'aménagement du territoire. Je vous en parlais, sujet majeur. Nous avons une crise aujourd'hui sur de nombreux territoires en France, pour des raisons des fois un peu différentes. Mais ici, elle est très forte et encore plus forte, plus on se rapproche du littoral que de l'intérieur. On a fait beaucoup depuis 2017 avec les petites villes de demain, cœur de ville, pour aller sur le milieu un peu plus rural et accompagner, je dirais, la dynamique territoriale sur ces communes-là. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des territoires comme le littoral landais sur lequel la dynamique est naturellement très forte. Et alors, on ne peut pas se satisfaire d'une dynamique très forte si derrière on ne la maîtrise pas et si derrière on ne connaît pas son territoire. Donc là, je vais avoir besoin de travailler, de poursuivre le travail avec les élus locaux pour justement identifier les enjeux demain sur nos territoires et faire en sorte que chacune et chacun puisse avoir un logement adapté à sa situation. Et sa situation, c'est une situation physique. Parler d'handicap, c'est une situation financière en fonction de ses ressources et c'est une situation familiale en fonction de la composition de sa famille aussi. Voilà, donc ce sont des sujets sur lesquels, au niveau national, il y a des choses que j'ai envie de porter, comme des PLH, programmes locaux de l'habitat, obligatoires sur l'ensemble du territoire français pour que les élus locaux connaissent bien les enjeux de leur territoire et ensuite travailler avec les acteurs locaux pour pouvoir les atteindre et déployer ces outils nationaux. Et il y en a beaucoup d'outils nationaux qui permettent, je pense, d'anticiper, de préparer l'avenir. La difficulté aujourd'hui, c'est que c'est allé très vite ces dernières années, que nous sommes déjà en retard sur toutes ces thématiques. Comment concrètement comprendre, parce que les gens aujourd'hui, le prix du terrain s'envole, on ne peut plus acheter, donc je dirais comment concrètement ce type de mesures peuvent aider quelqu'un qui veut acheter, parce que c'est là où on est un peu perdu. Parce que la maîtrise du foncier, c'est le nerf de la guerre quelque part, hein. On sait que c'est la priorité. Moi, j'invite les élus locaux, les collectivités, à utiliser les outils déjà à leur disposition. On a dans les Landes un très bon outil, c'est l'établissement public foncier, qui permet d'acquérir pour les collectivités du foncier, du bien immobilier éventuellement, pour développer des projets. Alors ce portage, il se fait pendant 5 ans. Donc c'est un outil essentiel, important. Quand j'étais maire, je l'ai utilisé et de nombreux maires l'utilisent. Donc ça fonctionne bien. Notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'après, on revend le foncier. Et par contre, il y a des solutions. Il y a des organismes de foncier solidaire qu'on a renforcés dans la loi Elan d'ailleurs, qui permet aux collectivités de rester propriétaires du foncier et ensuite à des privés ou voilà, je dirais, des constructeurs, des bailleurs sociaux de pouvoir construire et ça permet de dissocier le prix du foncier du prix de la construction. Et ça sont des solutions qui ne sont pas suffisamment utilisées sur ce territoire. Nous n'avons pas encore d'organisme foncier solidaire ici dans les Landes, donc il faut vraiment qu'on accélère et qu'on travaille sur toutes ces solutions. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent exister, ça ne résoudra pas tous les sujets, tous les problèmes que l'on peut rencontrer, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas tout essayé, tant qu'on n'a pas tout utilisé de ce qui existe aujourd'hui sur le plan législatif, on ne peut pas dire qu'on est face à un échec, je dirais, sans solution. Un des autres grands thèmes qui a marqué votre mandat, c'est le Covid, c'est la Covid. La santé est au cœur aussi des préoccupations parce que la Covid a permis de se rendre compte que l'hôpital était là, qu'il y avait des difficultés. Comment aujourd'hui ils se sentent un peu abandonnés quand on a les retours hospitaliers, les retours des médecins où il en manque partout. Comment on continue? Quelles sont les actions déjà entamées? On a eu 2 années très difficiles, pendant lesquelles il a fallu protéger les Français. Je pense qu'on l'a fait, avec le quoi qu'il en coûte, que la majorité a voté. D'ailleurs, certaines oppositions et candidats que je vois face à moi aujourd'hui ont voté contre à l'Assemblée nationale. Et je crois que ça a été la force de la France, justement, de porter ce quoi qu'il en coûte et d'être là pour protéger les Français, protéger le système, protéger notre République et aussi protéger nos entreprises. Alors le système, effectivement, de santé a beaucoup souffert. Il a été en première ligne et il a été confronté à des difficultés énormes. Bon, je ne reviens pas dessus, mais que tout le monde connaît. Bon. On a mis le Ségur de la santé, qui a permis d'injecter beaucoup de milliards d'accompagnement sur les salaires pour le personnel de santé et beaucoup de milliards sur l'investissement. On voit bien que c'est
indispensable et que c'était important de le faire. Et qu'il va falloir continuer parce que notre système de santé a besoin encore qu'on investisse. Il y a eu trop pendant ces dernières décennies de pertes d'investissement, donc il faut qu'on continue à investir et il faut qu'on continue à revaloriser tous ces métiers. Donc ça c'est à faire, mais on ne pourra le faire que si on arrive à trouver une meilleure organisation autour du système de la santé en France. Donc c'est tout ce que porte le président de la République aussi dans son projet, à travers, on l'a mis en place depuis 5 ans, des maisons de santé. J'étais la semaine dernière à Tercis, une maison de santé de proximité. Voilà, donc il faut qu'on ait un peu plus sur le territoire, il faut qu'on retravaille sur l'organisation de notre système des urgences. Vous avez vu qu'il y a une mission que le président de la République a demandé, qui va être rendue dans un mois, pour savoir comment on peut désengorger les urgences, parce que la grosse difficulté aujourd'hui dans nos hôpitaux publics, et auxquels on tient énormément, est essentiellement liée aux urgences. Aux urgences parce que mais derrière, on a tendance à y aller des fois... c'est nécessaire, et des fois ça n'est pas forcément non plus, et des fois un petit coup de fil ou je dirais une visite chez un médecin de ville ou dans une pharmacie pourrait résoudre le problème et éviter d'engorger l'hôpital. Donc il faut qu'on arrive à réorganiser tout ça et à réexpliquer peut-être aux Françaises et aux Français quel est le rôle de chacun et où on doit aller en fonction des difficultés que l'on peut rencontrer. Les urgences doivent servir pour des urgences fortes, et après il faut qu'on arrive à organiser la médecine de ville, les nuits, peut-être le week-end, avec les pharmacies, avec les infirmières et les infirmiers. Voilà, il y a toute une réflexion globale que si on ne la porte pas, j'ai tendance à dire malheureusement c'est comme mettre de l'eau sur du sable, ça finira toujours par disparaître, on ne résoudra pas le problème de fond, le problème structurel. Donc c'est ce chantier-là qui va être lancé par notre majorité, qui va être, je pense, passionnant, mais qui va prendre du temps. Parce qu'on a des problèmes de recrutement aussi. On est le secteur de la santé, et les recrutements, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un sujet dont numerus clausus, qu'on a fait sauter, c'est nous qui l'avons fait, mais derrière, il faut qu'on augmente aussi les formations de toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur-là, et ça prend quelques années. Le Covid a monté aussi autre chose et qui malheureusement a encore la même définition avec la guerre qui s'est déclenchée entre la Russie et l'Ukraine, c'est la dépendance que l'on a extérieure de notre pays. Certains utilisent des termes comme la souveraineté économique. C'est inquiétant cette partie-là aussi. Comment on peut lutter contre ça ? C'est tous les enjeux de travailler notre souveraineté. Il faut définir déjà les secteurs dans lesquels elle est essentielle et importante. Donc on l'a vu pendant le Covid, c'est tout ce qui concerne la santé, et donc on relocalise énormément d'activités dans notre pays, on réinvestit énormément dans le monde économique, et d'ailleurs on est le premier pays qui attire des investissements étrangers au niveau européen. On peut s'en féliciter, c'est-à-dire qu'aussi depuis 2017, sur le plan économique, on a certainement pris beaucoup de bonnes, je dirais, solutions et peu de mauvaises. Voilà, donc ça c'est important, il faut qu'on poursuive la relocalisation sur tout ce qui est stratégique, souveraineté alimentaire aussi. On en parle régulièrement, donc on veut y travailler, souveraineté alimentaire au niveau français, mais aussi au niveau européen. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille au niveau européen. Et souveraineté voilà, dans tous les secteurs essentiels, aussi l'énergie, bien sûr, on en parle régulièrement. C'est pour ça qu'il faut aller sur les énergies renouvelables, qu'il faut qu'on repense notre modèle aussi autour du nucléaire pour pouvoir ne plus dépendre comme ça des variables internationales qui des fois ont un impact très fort et très lourd sur le quotidien des Françaises et des Français. Alors ça me permet de faire une petite transition sur le local, parce qu'on a vu se développer énormément les circuits courts. C'est une des solutions importantes ? Oui, alors ça ne résoudra pas tout, mais c'est une solution importante. C'est un sujet sur lequel moi ça fait longtemps que j'y travaille. J'ai présidé le Centre d'initiative environnement où on avait lancé déjà ce genre de démarche sur le senior. Aujourd'hui, ça s'accélère, c'est une bonne chose. On a mis les programmes alimentaires territoriaux sur une grande partie du territoire français avec les acteurs locaux. On en a ici sur ce territoire, et ce qui permet d'identifier les besoins du territoire sur le plan alimentaire, que ce soit au niveau des particuliers, au niveau des restaurations collectives, au niveau des restaurations scolaires, voilà, et tout ce que l'on peut produire. Et on peut identifier comme ça les manques de telle sorte qu'on est aussi en capacité de prioriser, d'aider et d'accompagner les agriculteurs ou celles et ceux qui voudraient se lancer dans ces métiers-là, des métiers qui peuvent être passionnants, et leur dire, voilà, là il y a un manque, on peut vous garantir des marchés. Donc je veux dire, c'est toujours important et c'est intéressant pour tout le monde lorsqu'on rentre dans ce genre de démarche. Et c'est toujours pareil, c'est comme pour le logement, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître son territoire. Et ça veut dire qu'il faut bien connaître les besoins de son territoire. Voilà. Et donc je serai toujours vigilant pour accompagner toutes ces démarches. Alors, on a les spécificités du territoire, on a l'impression des fois qu'elles ne sont pas trop connues au niveau national. Les traditions, ce qui fait la différence d'un territoire, comment les défendre, on a l'impression que c'est très attaqué.
difficiles à défendre. C'est attaqué, mais je pense que avant de répondre à ceux qui les attaquent, il faut être fier de les porter. Voilà, moi j'ai toujours été fier et je ne me suis jamais senti, je dirais, complexé ni en difficulté, que ce soit ici ou à Paris, pour avoir le même discours, la même cohérence et porter toutes les cultures que nous avons ici dans les Landes, des cultures qui sont diverses et variées. Et je pense qu'il faut, voilà, déjà qu'on soit tous d'accord qu'on est tout ça pour les défendre, on est tout ça pour les porter où que l'on soit. Donc ça, c'est déjà la fierté de l'avoir fait, de continuer à le faire. Et après, oui, on est dans un pays où aujourd'hui, il y a des sujets qui sont clivants. Voilà, où il y a des sujets sur lesquels une partie des Françaises et des Français souhaiterait éventuellement l'arrêt ou l'abandon. On peut parler de la chasse. La chasse aujourd'hui est en difficulté. On le sait très très bien. Vous savez depuis 5 ans combien je me suis mobilisé pour défendre la chasse, en particulier les chasses traditionnelles et les chasses landaises. Mais c'est vrai que dans la population globalement, si on fait un sondage, les Français sont plutôt contre. Et quand on voit le programme de NUP ou le programme d'extrême gauche, d'extrême droite, ils attaquent la chasse. Parce que quand on dit on va faire plus que 2 ou 3 demi-journées par semaine, autant dire qu'on veut supprimer la chasse. Voilà, donc là aussi, vous avez un projet cohérent. Moi, je vois avec mes collègues de la majorité présidentielle dans la première et troisième circonscription des Landes, nous avons le même discours. On porte la même volonté de défendre les cultures landaises et on sera au rendez-vous, on est cohérent, ce qui n'est pas le cas de tous nos adversaires qui ont souvent un discours, ou en tout cas qui défendent des projets, on ne sait plus lesquels, mais qui sont souvent opposés les uns aux autres. Qu'est-ce qu'il y a comme autre dossier strictement landais qu'il faut demain aller défendre au niveau national? Le recul du trait de côte. J'ai présidé le groupe d'études littorales et j'ai rapporté sur la loi climat et résilience les articles concernant le recul du trait de côte. Ça, c'est un enjeu majeur et important pour notre littoral. Enjeu sur la biodiversité, l'environnement au sens large. Enjeu, bien sûr, sur la protection des populations. Enjeu économique et enjeu sur tous nos paysages. Donc, ça, il faut qu'on arrive à poursuivre le travail qui a été enclenché. Pour la première fois, nous avons une boîte à outils. Donc, nous avons des outils législatifs qui ont été votés et qui commencent à sortir sur les enjeux de relocalisation, d'information, de zonage dans les documents d'urbanisme. Et maintenant, il faut qu'on aille, et je le porterai si je suis élu, sur un accompagnement financier auprès de ces collectivités. Et il faut que l'État soit un partenaire, effectivement, des collectivités. Il ne doit pas se substituer, mais il doit être un partenaire et il doit continuer à poursuivre, je dirais, l'accompagnement des stratégies locales qui peuvent être dessinées. Donc, recul du trait de côte, toujours une priorité, ça allait depuis 2017, je le poursuivrai. Mobilité. Je souhaite, dès que possible, travailler sur les enjeux de mobilité et donner une cohérence. On a voté dans la loi d'orientation des mobilités le fait que les intercommunalités pouvaient prendre la compétence mobilité et qu'on devait dessiner au niveau régional des bassins de mobilité. Aujourd'hui, je fais le constat qu'il y a des communautés de communes telles que le Seignan, où il y a 5 communes sur 3 qui n'ont pas de transport urbain. 5 communes qui sont abandonnées. 5 communes où les habitants sont obligés de prendre leur véhicule pour aller sur le littoral, à Bayonne, à Tarnos ou à Dax. Donc, ce n'est pas admissible et ça va être un choix d'élus locaux. Donc, je souhaite rouvrir ce débat. Je pense qu'il faudra qu'on l'ouvre au niveau législatif pour redonner la possibilité aux intercommunalités de reprendre cette compétence qui est un enjeu essentiel et surtout rendre obligatoire aussi les bassins de mobilité. Il faut qu'on ait une cohérence. Moi, j'ai 3 intercommunalités donc sur sa circonscription, 3 systèmes de transport urbain différents et en plus des zones blanches. Alors qu'entre Dax et le sud Tarnos, on voit très bien qu'il y a de plus en plus de mobilité, que les gens ont besoin de se déplacer. Donc il faut qu'on travaille sur une cohérence. Et donc je pense que sur le plan législatif, il y a des choses à mettre en place. Il faudra peut-être qu'on soit un petit peu directif auprès des collectivités locales. Il faudra qu'elles acceptent aussi. On trouvera le bon équilibre, je n'en doute pas. Et derrière, il faut rouvrir ce débat après sur le territoire. On arrive à la fin de cet entretien et à la fin de la campagne en même temps, puisqu'il vous reste plus qu'une semaine. Quels sont les moments clés d'ici dimanche où les gens peuvent vous rencontrer? Écoutez, moi je continue à être à la rencontre des Landaises et des Landais, comme je le fais depuis des années, parce que j'aime les gens et puis que j'aime ce territoire et que j'aime être au rendez-vous des gens. Donc j'ai une partie effectivement en campagne où je suis sur le terrain et j'ai encore en tant que député sortant des demandes officielles de rendez-vous que je fais à permanence et après tout ce qui est lié à la campagne, je le fais dans mon local de campagne que j'ai pris aussi sur Dax. Donc je vais continuer à me déployer ici pour écouter, échanger, discuter, expliquer ce que j'ai envie de porter effectivement pour cette circonscription et pour les Landes après le 19 juin. Voilà, donc avec vous, avec les Landaises et les Landais, je continuerai à être un député actif pour ce territoire. Alors, on a un peu répondu à la dernière question, mais on va quand même la faire pour être plus précis.
Comme on dit, le 12, les gens vont aller voter, ils ont le choix entre 11 candidats. Pourquoi choisir Lionel Cos plutôt qu'un des 10 autres? Par cohérence, pour poursuivre effectivement le travail que je porte depuis 5 ans, poursuivre voilà, tous ces sujets que je viens d'évoquer, par cohérence aussi au choix qui a été fait par les Françaises et les Français en élisant Emmanuel Macron président de la République. Et je pense qu'il est important d'avoir un député de la majorité présidentielle qui représente ce territoire à Paris, parce qu'on voit bien que les enjeux de ce territoire sont importants et sont majeurs. Et aujourd'hui, je suis le seul député de cette majorité présidentielle, le seul député à être en capacité de poursuivre ce travail. Et puis, je crois que depuis 2017, j'ai montré que j'étais partout sur ce territoire, sur les 51 communes. Je connais 51 communes, je connais des acteurs du monde associatif, je connais des acteurs économiques, je connais beaucoup de Landaises et de Landais, et que je pense avoir toujours été au rendez-vous pour accompagner en tout cas toutes celles et tous ceux qui m'ont sollicité depuis 5 ans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir pendant cette campagne. Je vous dis au soir du 12 juin. À très bientôt. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.